Nous allons en parler avec Maya Bartel-Bouzard que Marie va nous présenter. Maya qui arrive. Et voilà. Bonjour Maya. Comment allez-vous? Maya. Alors je crois que vous vous connaissez toutes les deux. On se connaît un petit peu, on travaille ensemble. Donc Maya est psychologue clinicienne, elle est formatrice, administratrice d'empreintes. Elle est également animatrice des empreintes vertes. C'est des groupes d'entraide pour les parents en deuil. Et elle échange aussi par chat aujourd'hui avec vous. Et alors Maya, vous êtes là parce que nous allons aussi accueillir en duplex Marie-Frédérique Baquet. Bonjour Marie-Frédérique. Bonjour à toutes. Soyez la bienvenue, vous êtes professeure de psychopathologie clinique à l'Université de Strasbourg, en direct de Strasbourg avec nous, et vous avez accepté de répondre aux questions de Maya Bartel-Bouzard. Alors, Maya, première question pour Marie-Frédérique. Madame Baquet, tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, à la fois pour bénéficier de votre expertise sur la question du deuil et du deuil en situation de Covid, et aussi parce que vous faites partie des cofondateurs de l'association Empreinte, qui a vu naître les jours en 1995 à l'initiative de Monsieur Anus et qui s'appelait à l'époque « Vivre son deuil ». Madame Baquet, d'après votre expérience, quelles sont les différentes incidences de la pandémie sur les vécus des personnes endeuillées? Eh bien, merci déjà à toutes. Bien sûr, avec Vivre son deuil, on avait commencé déjà en 1995 à relier la question du deuil à la question de la mort, car il est impossible de les dissocier. C'est-à-dire que le deuil relève aussi des représentations de la mort de nos sociétés. Or, avec l'évolution de la médecine, eh bien, la mort s'est éloignée de nos vies. Elle est même externalisée, si j'ose dire, pour employer un terme moderne, c'est-à-dire qu'on n'a connaissance de la mort que par autrui, et par autrui, si possible, loin. Les journalistes ont parlé de la mort kilomètre, c'est-à-dire que nous avons connaissance de la mort, et surtout les enfants en particulier, qu'à travers les lucarnes de nos écrans. Donc aujourd'hui, avant la télévision, maintenant les séries, les vidéos, etc. Donc en fait, la mort s'est éloignée de nous, et lorsqu'elle est revenue à travers la pandémie, eh bien là, ça a été un choc. Je parle vraiment à la fois d'un choc de nos sociétés, mais aussi d'un choc de nos vies. C'est-à-dire que la mort revenait, non pas par une fenêtre cette fois-ci, mais par le biais de la réalité, et aussi par le biais de nos comportements qui étaient singulièrement frustrés. On ne pouvait plus s'embrasser, se saluer, etc. Et d'autre part, il y avait les chiffres. Alors, ces données qui étaient assénées littéralement tous les soirs à la télévision et qui étaient en fait véritablement abstraites, mais qui venaient conforter la réalité concrète de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler, on ne peut plus se rendre au travail, on ne peut plus rencontrer nos proches, et surtout pour ce qui concerne le deuil, on ne peut plus accompagner nos proches malades, et si jamais ils mouraient, alors attention, je précise, de la Covid et de toutes les autres maladies, car on a négligé les autres morts, ce qui est quand même extrêmement grave. Et là, je me suis adressée à plusieurs reprises au gouvernement pour dire attention, on ne peut pas négliger les morts quotidiens, tous ceux qui surviennent, toutes celles qui surviennent, pardon, pour des raisons d'autres maladies, d'accidents, etc. Or, tous les morts à partir de mars 2020 ont fait l'objet de cette restriction des rites, et pas seulement des rites, puisqu'on vient de le voir, l'approche et l'accompagnement des personnes en fin de vie était impossible. Et donc, il y a eu une période extrêmement difficile de mars 2020 jusqu'à avril 2020. Et là, le gouvernement a quand même changé les mesures d'interdiction de visite des morts. Et donc, il a été possible, fort heureusement, de revoir les morts en avril 2020.
Mais là, il y a quand même une période très, très difficile. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, donc, des mesures, évidemment, sanitaires. Je suis bien d'accord avec ces mesures. Il ne s'agit pas de contaminer toute la population, mais ces mesures ont fait que nos morts ont été singulièrement mal accompagnés. Et je voudrais insister sur le fait qu'il n'y avait pas que la France, bien sûr, qui proposait ces mesures. Dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays sauf le Brésil, hein, vous avez vu que le Brésil n'a pris aucune mesure, mais dans la plupart des pays, en tout cas, les endeuillés se sont retrouvés dans une situation de frustration jusqu'à présent jamais connue, puisque même en 68, lorsqu'il y avait eu la grippe de Hong Kong, en décembre 68, il n'y a pas eu de mesures aussi popularisées. Là, elles ont été diffusées à l'ensemble de la population pour des questions évidemment épidémiologiques, mais disons que dans le souvenir de la génération actuelle, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés à cette époque, à l'époque de la grippe de Hong Kong 1968, eh bien, la mort restait toujours éloignée et reliée au progrès de la médecine. Et je voudrais ajouter comme un point très important, c'est que le fait que la mort se soit éloignée de nos vies en Occident fait que le recours aux rituels, donc aux rituels sociaux, le recours également aux religions qui ont des fonctions et aux croyances qui ont des fonctions d'apaisement, bien évidemment, et d'espoir, ce recours a beaucoup diminué en France et dans les pays européens. Et donc, ce recours a été finalement assez difficile et a peu aidé nos populations. Donc, je parle de nos contemporains à partir de mars 2020, ce qui fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup de ces contemporains qui ont rencontré la perte, qui ont perdu quelqu'un à partir de mars 2020, se sont retrouvés sans aide, hein, comme disaient les traducteurs de Freud, en DZ. Alors, c'est peut-être pas très joli, en absence d'aide, mais c'est vrai que là, les associations ont voulu également aider ces personnes, mais en raison, pareil, du confinement, eh bien, nous ne pouvions aider, puisque je fais partie aussi de l'association Nos Tout Petits d'Alsace, nous ne pouvions aider nos parents endeuillés, par exemple, qu'à distance, ce qui a été quand même extrêmement difficile, Maya. Merci beaucoup. On mesure effectivement combien les personnes ont été esseulées, laissées sans aide, en désaide, dites-vous. Quelles seraient vos recommandations, Madame Baquet, pour accompagner au mieux les personnes en deuil dans ce contexte particulier? Alors, mes recommandations, c'est assez simple, hein. Elles portent déjà sur la culture. Donc, la mort, on est d'accord, la mort est biologique, c'est un état de fait. La mort est psychologique, on a vu que la mort implique le deuil, cet état affectif de perte et donc de recherche, tout simplement, du lien perdu, du lien affectif. Donc, ça c'est la première chose. Lorsqu'il y a accompagnement par les proches, donc en situation normale, donc pas d'épidémie, pas de pandémie, à ce moment-là, les proches vont soutenir l'endeuillé et vont lui permettre de faire face à la détresse immédiate qui suit la perte et petit à petit, jusqu'à l'anniversaire du décès, et là j'insiste sur cette année extrêmement difficile pour le deuil, pour l'endeuillé, jusqu'à l'anniversaire du décès, les proches vont soutenir l'endeuillé. On a vu que dans la situation de pandémie, eh bien, ce lien social et affectif a été barré, il a été interdit. Donc, les associations, les proches, tout le monde a fait ce qu'il a pu, je dirais, à distance, mais c'est vrai qu'on a constaté des lacunes absolument dramatiques, puisqu'il y a eu une demande au téléphone, une demande sur les réseaux sociaux, une demande d'aide qui a été extrêmement intense. Donc, premièrement, remettre le deuil et la mort dans la culture, ça c'est la première chose fondamentale. Deuxièmement, prévenir les situations de détresse par une éducation. Donc là, c'est une de mes propositions les plus fortes, c'est proposer de façon extrêmement claire un véritable programme qui ferait partie de l'éducation partagée. J'insiste, nous ne devons pas déléguer à l'école l'éducation
sur le deuil et la mort. Non, nous devons la prendre en charge nous-mêmes en tant que famille, parents, proches, éducateurs, bien sûr, psychologues, agents de santé, les agents primaires étant les médecins, bien sûr, les médecins généralistes, associations. Donc, nous tous devons nous partager cette pédagogie de la mort. Et enfin, les questions existentielles doivent trouver une place, alors à travers cette pédagogie, mais aussi à travers des questionnements qui viendraient régulièrement à l'occasion justement des fêtes des morts. Et j'insiste beaucoup pour que les fêtes des morts le 2 novembre, donc qui suivent en Occident la Toussaint, mais on peut voir qu'en Chine, il y a aussi des fêtes des morts. Elles se trouvent en avril et elles sont liées, bien sûr, à des religions et des croyances différentes. Mais en tout cas, dans chaque civilisation, il y a une fête des morts. Et c'est à l'occasion de ces fêtes des morts que nous-mêmes devons nous questionner individuellement et en petits groupes sur la fonction de la mort dans nos sociétés, le statut des morts comme ancêtres bienveillants. Et tout ceci nous permettrait d'affronter des situations qui parfois sont catastrophiques en Occident et vont nous conduire à mieux supporter, bien sûr, la rupture des liens affectifs et sociaux. Madame Baquet, nous avons des... Merci beaucoup pour votre intervention, mais vous restez avec nous puisque sur le chat, il y a des questions pour vous. Quels peuvent être, selon vous, les effets à long terme de la pandémie sur les endeuillés et quelles formes de manifestations cliniques pourraient survenir dans l'après-coup de la pandémie? Alors, à cette occasion de la pandémie, donc j'ai lancé un projet de recherche national et international qui s'intitule Covideuil. Donc c'est un nom qui est breveté maintenant, que j'ai acheté en tant que domaine. Nous avons réalisé un logo pour cette recherche et cette recherche est tout simplement consiste à rencontrer les endeuillés de la période. Donc encore une fois, tous les endeuillés, ceux qui ont perdu quelqu'un à cause du coronavirus et tous les autres endeuillés, j'insiste, donc toutes ces personnes qui ont été frustrées à la fois de l'accompagnement de leurs proches et aussi des rites funéraires, puisque maintenant nous sommes à plus d'une année après ces morts. Donc nous rencontrons tous ces endeuillés et nous allons évaluer littéralement les effets de la perte sans rite. Et donc c'est vrai que là, la Covid, donc cette pandémie, est quasiment une occasion presque expérimentale de rencontrer une mort sans rite. Donc nous insistons bien sûr auprès de ces endeuillés pour d'abord qu'ils puissent nous parler et nous sommes là à leur écoute. Et je peux d'ailleurs souligner qu'en lançant cette étude sur les réseaux sociaux, j'ai eu énormément de retours de personnes qui nous disent « Nous sommes abandonnés, nous sommes sur le bord de la route, nous souhaiterions être aidés et nous voulons participer à votre recherche. » Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous allons écouter toutes ces personnes. Nous avons déjà commencé, bien sûr. Nous n'avons pas de résultats statistiques, bien sûr, pour le moment, mais nous avons déjà des résultats qualitatifs. Donc, vous voyez, d'une demande très importante. Et nous allons évaluer, voilà, les effets de l'absence de rite. Ça, c'est la première chose. Effectivement, nous sommes obligés d'évaluer scientifiquement parce que, en tant que clinicienne, nous sommes toutes cliniciennes ici, nous avons bien sûr des échanges avec toutes ces personnes. Depuis mars 2020, j'ai beaucoup de suivi, y compris à de très grande distance, grâce au système de visioconférence, bien sûr. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu développer des questionnaires et donc nous adressons des questions à toute la population française, mais aussi, je tiens à le dire, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Mexique et bien sûr au Québec, au Canada. Merci. Alors encore une petite question pour Maya ou pour Madame Baquet. Un collègue de mon entourage professionnel est en deuil, un deuil survenu au cours du premier confinement. Quels sont les signes ou attitudes auxquels je dois être attentif et comment y répondre pour l'aider au mieux? Madame Baquet, eh bien, les signes, si je peux me permettre, mais Maya a certainement beaucoup de choses à ajouter, bien sûr. Hein. Si je peux me permettre, donc les signes du deuil difficile, hein, ça va être d'abord la détresse. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire, soit quelqu'un
qui, en parlant de son deuil, en parlant de sa perte, est plongé dans un état émotionnel intense, au point de ne pas pouvoir parler, de ne plus pouvoir accomplir les gestes de la vie ordinaire, qu'il se sent envahi par donc soit les images du mourant, par exemple, soit qu'il refuse justement des images qu'il considère comme traumatisantes, alors nous sommes dans une situation de détresse du deuil, ce qu'on appelle aujourd'hui un deuil traumatique. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la prolongation. Ah, la prolongation. On a bien compris. Maya, vous allez peut-être reprendre puisque je vois que le duplex, là, a été coupé. La connexion va peut-être revenir. Mais donc, la prolongation du deuil avec d'autres symptômes. Les symptômes, les manifestations peuvent perdurer sans évolution, hein, dans un état figé, alors que nous savons bien, grâce aux accompagnements des endeuillés, que les deuils est un processus fluide, dynamique, hein, qui avance. Hein. Donc c'est là qu'on peut repérer qu'il y a quelque chose de figé. Et moi, je dirais aussi, en reprenant ce que disait Madame Baquet, deux idées me viennent. La première est qu'un des signes, c'est aussi les mouvements de repli, hein, d'être de plus en plus à distance des autres et avoir du mal à renouer le lien, d'où l'importance de l'entourage, l'importance de remettre les deuils et la mort au centre de la vie. C'est un peu ce que disait Madame Baquet, hein. Faire en sorte que la mort soit quelque chose qu'on puisse parler de façon naturelle, hein, sans crainte, et permettre effectivement à l'endeuillé de sortir du sentiment qu'il vit quelque chose que personne ne peut comprendre. D'accord. Voici déjà des bons conseils. On va remercier donc Marie-Frédérique Baquet, coupure de connexion. Nous sommes en direct. C'est la visioconférence, voilà. Vraiment très riche. Et c'était très riche, effectivement. Puisque nous parlions du deuil pendant la pandémie, je vous propose de regarder maintenant le témoignage de Stéphanie. Stéphanie, qui est manager dans un grand groupe bancaire international, a perdu son compagnon il y a 10 mois alors qu'elle était en télétravail. Je m'appelle Stéphanie Julien, j'ai 54 ans et je suis manager dans un grand groupe financier. Voilà, j'ai sous ma responsabilité un peu plus de 20 personnes. Je suis en congé maladie depuis fin mars. Hier, ça faisait 10 mois que mon conjoint est décédé. Et voilà, j'ai très mal vécu l'étape des 8 mois. Alors pour l'accompagnement de José, dans notre malheur, j'ai eu la chance, moi, que ce soit la période Covid-19, puisque j'ai été tout de suite mise en télétravail, puisque habitant avec une personne très fragile. Ce qui veut dire que j'ai continué à travailler, alors que lui, sa santé se dégradait en mars 2020, me permettait de rester en contact par visio, par Zoom, voilà, avec la vie. Pour lui faire part de la situation qu'elle connaissait, même si elle prenait de la distance avec ce que je traversais. Et donc je lui ai dit que j'allais m'arrêter, que tout était en place et que mes collaborateurs ainsi que ma collègue avaient toutes les informations et que j'allais leur transmettre les toutes dernières par rapport à mon équipe. Et là, elle a essayé de négocier que je continue à mi-temps. Là, je lui ai dit je comprends pas. Et là, elle a rebondi en me disant mais certains préfèrent continuer à travailler. Je lui ai répondu c'est pas possible. Alors, comment ça se passe vis-à-vis de mon travail? Moi, j'étais dans l'incapacité de communiquer verbalement de toute façon.
Et puis, vu le dernier échange avec mon manager, j'avais pas envie d'entendre en retour ses commentaires. Voilà. Donc, j'ai prévenu mon manager par SMS et j'ai été contactée par personne non plus. Et ce qui m'a un peu désœuvrée, c'est même ma responsable de ressources humaines n'a eu aucun mot, enfin pas un petit message, rien, je n'ai eu silence radio. Voilà, donc ça aurait peut-être pu passer par elle, mais c'est une question de personne, donc c'est passé comme ça et j'étais dans ma bulle privée et c'est là où j'ai trouvé des ressources. Et là, elle me laisse les bras m'en tombent puisqu'elle me dit je croyais pas que tu allais revenir si vite. Par moments, j'avais vraiment pas envie d'être en lien avec les autres. Voilà, alors j'étais toujours en télétravail. J'ai senti aussi que j'avais du mal à me concentrer. Ça me faisait du bien de travailler et en même temps, par moments, mon esprit vagabondait et je me sentais pas très efficace. Alors, comment j'ai vécu mes relations au travail? Il y a deux pans, je dirais. Il y a les personnes bienveillantes à l'écoute et venant vers moi. Et puis, il y a les personnes à qui ça fait peur, la mort. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça. Oui, le soutien que j'ai trouvé, c'est à l'extérieur du travail. Je me disais, les managers, on a un livret quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, on a un livret pour justement sur la santé mentale, mais le deuil, on a peut-être besoin aussi, en tant que manager, d'être accompagné, ou même en tant que responsable ressources humaines, sur ces sujets-là, pour pas que ce soit tabou. C'est pas un tabou, moi. Si sur mon arrêt maladie, il y avait marqué deuil, oui, c'est la réalité. C'est la réalité de ce que je traverse. Un témoignage doublement intéressant, puisqu'elle a vécu un deuil et en même temps elle est manager. Alors Marie, le deuil, ça fait peur? Oui, le deuil, ça fait peur. Ça, je crois qu'on le sait, parce que, comme le disait Madame Baquet, la mort fait peur. Pour nous, le deuil, c'est la vie. C'est associé à la mort, mais c'est la vie. Ce qui est important, c'est de réduire l'écart entre ceux qui sont plutôt à l'écoute et puis ceux qui ont peur du deuil. Et pour ça, faut produire des connaissances, donner des informations. L'idée d'un livret est formidable et c'est vraiment ça qu'on propose de construire ensemble, de rédiger ce livret. Et voilà, une fois de plus, nous sommes dans le concret avec probablement l'écriture de ce guide qu'on souhaite tous très fort en tout cas. Marie, l'association Empreinte a pour ses assises 3 partenaires, lesquels ? 3 partenaires précieux, les mêmes qu'en 2019. Donc l'OCIRP qu'on va accueillir, Clésia, la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire. C'est grâce à ces partenaires que les assises sont gratuites et que vous y assistez aujourd'hui. Et c'est grâce à eux aussi que du coup les politiques publiques sont en train d'évoluer. Alors je tiens à préciser que le deuil, ça fait peur, oui, mais que vous êtes très nombreux à ne pas avoir eu peur et à nous suivre ce matin et ça nous fait bien plaisir. Nous écouterons donc vos 3 partenaires au rythme de nos thématiques ce matin et nous commençons par accueillir Monsieur Pierre Meyer. Bonjour Monsieur Pierre Meyer. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes donc directeur général de l'OCIRP. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que l'OCIRP et quel est l'engagement de votre organisme sur la situation des personnes en deuil. Alors l'OCIRP, c'est un organisme de protection sociale qui a été créé par les partenaires sociaux il y a plus de 50 ans pour répondre à une situation de vie qui est terrible,
qui est heureusement rare mais qui est terrible, c'est-à-dire lorsqu'un salarié décède, il y a un conjoint survivant, il y a des enfants, et donc il y a des dispositifs assurantiels de protection sociale complémentaire qui se mettent en place à travers une rente conjoint, une rente éducation. Et donc c'est la spécialité intrinsèque, historique, traditionnelle de l'OSIRP, c'est effectivement attribuer des rentes donc à des bénéficiaires qui sont des ayants droit de salariés qui sont par ailleurs couverts dans le cadre de contrats collectifs en branche professionnelle ou en entreprise. D'accord, donc ça c'est ce que vous proposez. Ça c'est notre activité effectivement d'assurance. Ouais. À cette activité d'assurance, nous avons bien sûr, nous avons complété par un accompagnement social qui est ancien. Nous avons créé il y a maintenant plus de 25 ans une association qui s'appelle Dialogue et Solidarité, qui accueille l'ensemble des personnes endeuillées pour pouvoir parler du deuil de leur conjoint. Voilà, ça c'est vraiment une spécificité au CIRP. Et puis nous avons également complété récemment l'accompagnement social que nous donnons, effectivement, que nous attribuons à travers un dispositif qui s'appelle Vivre après, qui donc s'adresse à des personnes qui ont perdu un conjoint ou qui ont perdu un parent. Un accompagnement social qui se fait à travers une coordination, je dirais un système qui permet de prendre en charge les besoins globaux de la personne et de pouvoir attribuer de manière personnalisée les réponses qui vont bien, parce que chaque personne, évidemment, est différente et il faut apporter une réponse individualisée. Vivre après, parce qu'un deuil, évidemment, c'est une rupture de vie. Alors, selon vous, si on se tourne vers l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour mieux accompagner le deuil au travail ? Je pense que le deuil au travail, c'est une rupture de vie, c'est un moment qui est particulièrement grave. C'était un sujet tabou, à la fois parce que la mort est tabou, et puis parce qu'il y a un côté, on garde pour soi, ça fait partie de la sphère privée, on garde pour soi ce deuil, cette situation de vie. Alors, je crois qu'il faut laisser ouvert la porte, c'est-à-dire que je pense que c'est important aussi que les employeurs, tout en respectant bien sûr la vie privée, la vie intime de leurs salariés, que les employeurs s'intéressent à ces sujets et puissent proposer des réponses à leurs salariés qui sont effectivement en situation de deuil, parce que ça peut être des situations qui peuvent avoir des conséquences, ne serait-ce que parce que ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle de ces salariés. Et je pense que c'est une évolution vers laquelle nous on va, c'est-à-dire on est parti sur un accompagnement de personnes qui ont perdu un conjoint ou un parent. On va aller vers aussi englober la question de l'accompagnement de salariés qui sont effectivement en situation de deuil. Voilà. J'ai une petite question, parce qu'on a quand même du mal à convaincre les partenaires sociaux du fait qu'il y a un sujet dont il faut s'emparer. Pourquoi, à votre avis ? Je pense que oui, c'est une question, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'abord un côté tabou et puis il y a un côté sphère privée versus sphère professionnelle. On voit bien que ces distinctions, ces différences qui avaient leur justification, elles explosent aussi. Hein. Avec le télétravail, en télétravail, il va falloir s'occuper aussi du bien-être des salariés à leur domicile, parce que c'est aussi un lieu de travail. Donc, je veux dire, d'une certaine manière, là, on change complètement de dimension. Et je crois que c'est important de pouvoir apporter ces réponses à ces situations de vie, à ces ruptures de vie. Et vous avez soulevé un point très important, effectivement, qui est la sphère privée, parce que vous mettez plein de choses en place pour le deuil au travail. Mais est-ce que j'ai envie que mon employeur soit au courant ? Alors en fait, là, ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est plutôt de créer des solutions qui finalement faciliteront le deuil au travail pour la personne qui a perdu un proche. Absolument. L'idée première, c'est de demander à une personne en deuil quels sont ses besoins. C'est simplement ça. C'est pas de dire on va s'immiscer dans votre vie. C'est on va vous proposer des choses, vous vous en emparez ou pas. Et proposer des choses toutes simples, comme par exemple des congés qui seront donnés pour un congé de répit, en fait, pour pouvoir respirer. Oui, ça peut être ça. Ça peut être, comme le disait très bien Yves, une flexibilité sur les horaires de travail, sans avoir à le formaliser. Je voudrais juste profiter, je ne résiste pas,
pour montrer notre dernier petit chef-d'œuvre. Comme il y a une audience, ça permet de le faire découvrir. En partenariat avec l'OCIRP, c'est un cahier pour les enfants en deuil, 5-11 ans. Voilà, on le lancera plus tard, mais je profitais de la présence de M. Mayer pour le remercier. Pas encore. On pourra le commander à partir de mi-juin. Je me permets d'ajouter moi aussi quelque chose. On a élaboré un guide pour les enseignants et tout le personnel éducatif qui est confronté au deuil. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre carrière d'enseignant, vous allez forcément avoir un enfant, un adolescent qui va perdre son père ou sa mère. Et donc, on a élaboré ce guide à destination du personnel enseignant et éducatif, et on assure sa promotion et sa diffusion, et en lien avec Empreinte, qui est un partenaire. Nous nous considérons aussi comme partenaire d'Empreinte. Et voilà, c'est... Des guides qui sont extrêmement importants puisqu'on l'a dit, la mort c'est tabou, souvent on ne sait pas comment réagir, on a écouté les témoignages où toutes les personnes disent mais voilà, moi on m'a heurté par des paroles, on n'a pas su me soutenir, etc. Donc ça c'est vraiment une matière qui va permettre aux personnes qui rencontrent des autres personnes endeuillées de pouvoir les aider. Dans l'étude réalisée en 2017 par l'OCIRP et l'IFOP, 62% des enseignants, parmi les 1000 enseignants interrogés, 62% estimaient manquer de ressources et de formation pour faire face aux situations de deuil à l'école. Donc voilà, le deuil, c'est la vie et c'est aussi à l'école. Merci en tout cas, Monsieur Pierre Mayer, d'être venu nous parler ce matin. La période de deuil dure souvent plusieurs années. On mesure le choc vécu et l'importance donc de réfléchir à comment accompagner cette période. Ces deuxièmes assises ont pour thème le deuil au travail, mais retourner au travail après le deuil. Est-ce que c'est une bonne idée? Quelles sont les conséquences? La réponse se trouve peut-être dans les chiffres d'une étude réalisée par le CREDOC.